Je vais vous montrer pourquoi nous avons déjà une preuve irréfutable de l'existence du Bigfoot, et cela ne vient pas de moi. Ceci provient d'un anthropologue et anatomiste titulaire d'un doctorat fort de décennies d'expérience sur le terrain. Il a découvert la preuve que certaines vidéos du Bigfoot, et plus précisément les empreintes correspondantes, sont scientifiquement impossibles à falsifier. Est-il juste de dire que les détails dans les empreintes dont nous avons parlé confirment absolument, sans l'ombre d'un doute, l'existence de l'espèce Sasquatch? Oui, c'est le cas. Mais encore plus choquant que cela, il a une connaissance directe d'échantillons authentiques de poils de Sasquatch qui ont été délibérément omis des principales études. Au début, il y avait des plaintes selon lesquelles des échantillons qui avaient été soumis n'ont jamais été reconnus. Leur réception n'a jamais été confirmée. Et ensuite, ils n'ont pas été cités dans l'étude. Je m'appelle Robert, je suis un réalisateur et chercheur canadien et je suis sûr que je ne me serais jamais lancé dans cette histoire de Bigfoot si je n'avais pas eu ma propre rencontre avec un Sasquatch en septembre 2024. Depuis ce jour-là, je suis absolument obsédé par la découverte de la vérité sur ces êtres mystérieux, toute la vérité, peu importe à quel point cela peut déranger certaines personnes. C'est pourquoi c'était un privilège de m'entretenir avec l'un des rares scientifiques qualifiés prenant le Bigfoot au sérieux. Je parle bien sûr du Dr Jeff Meldrum. Non seulement il est anthropologue titulaire d'un doctorat, anatomiste et expert en locomotion des primates, mais il est aussi professeur d'anthropologie à l'Université d'État de l'Idaho. Le docteur Meldrum a sans doute passé plus de temps que quiconque sur la planète à étudier tous les détails des preuves scientifiques concernant le Sasquatch. Et il s'avère qu'il y a énormément de ces preuves à étudier. Je tiens d'abord à vous remercier sincèrement, Dr Meldrum, d'avoir pris le temps de me rencontrer. C'est vraiment un honneur de parler avec vous. Pour être honnête, je suis un peu comme un fan en ce moment. Eh bien, j'espère que cela sera à la hauteur de vos attentes. J'en suis sûr, oui. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, dans les détails des preuves et d'aborder les arguments sceptiques courants auxquels vous faites face depuis de nombreuses années, je voulais vous demander, quand vous avez commencé votre carrière et que vous êtes devenu anthropologue, vous imaginiez-vous devenir probablement le plus grand expert mondial des empreintes de pas de 45 cm laissées par une créature couverte de poils? Non, pas du tout. En fait, mon choix de carrière a été un parcours très tortueux et sinueux. En réalité, j'ai toujours envisagé de devenir vétérinaire, étant fasciné par les animaux, évidemment, depuis mon plus jeune âge. Je me passionnais pour l'histoire naturelle, notamment la collection d'insectes. J'avais ma propre petite ménagerie d'animaux, à la fois poilus, écailleux et à plusieurs pattes. Dans notre chambre, c'était comme un petit zoo, ainsi que des collections d'histoires naturelles avec des crânes, des os, des fossiles, des nids de guêpes, des nids d'oiseaux et toutes sortes de choses. Au fur et à mesure que mon intérêt se précisait, j'avais un intérêt plus spécifique pour l'anthropologie physique et l'évolution humaine, et surtout les fossiles liés à l'évolution humaine captaient sans cesse mon attention. L'anatomie comparée, la morphologie fonctionnelle, la paléontologie, la discussion sur l'évolution humaine représentaient tout ce qui me fascinait. Eh bien, pour moi, on peut remonter à 1968, lorsque Roger Patterson est venu à Spokane, dans l'État de Washington, où je vivais. Et il avait montré le film à l'Université de la Colombie-Britannique et au Smithsonian, où la plupart des scientifiques avaient donné un avis négatif. C'est de la fantaisie, c'était contraire à leurs attentes sur la façon dont l'évolution humaine s'est produite, comment les bipèdes ont évolué, et ainsi de suite. Ils avaient leurs raisons, mais elles n'étaient pas très bonnes. Et même les raisons rationnelles et raisonnables ont depuis été complètement mises de côté, annulées par de nouvelles connaissances, par de nouvelles découvertes dans les archives fossiles. Mais il a emmené son programme en tournée, et Spokane a été l'un de ses premiers arrêts. Je me souviens avoir vu cette publicité dans le journal et avoir convaincu mon père alors que je n'avais jamais entendu parler du Bigfoot. C'était la première fois que j'entendais parler du Bigfoot. Qu'est-ce que c'est? Donc, bien sûr, mon père m'a emmené, moi et mon petit frère. Ça a mis la machine en marche. Mais même à ce moment-là, comme tu l'as dit, qui aurait pu imaginer
que je serais assis ici à te parler de ce sujet précis. Je veux dire, à ce moment-là, on était juste des garçons de 11 ans. C'était juste l'excitation, l'aventure, le frisson du mystère et de l'inconnu, tu sais, l'exploration. Je trouve que nous sommes tous pareils, que ce soit des scientifiques hautement qualifiés comme toi ou juste des gars ordinaires intéressés par le Bigfoot. Comme moi qui ai un intérêt profond à découvrir la vérité sur tout ça, on a tous eu quelque chose dans notre enfance qui ressort. Très souvent, c'est le film Patterson-Gimlin, bien sûr. Je trouve que dans la majorité des cas, c'est ça. Mais je veux avancer de quelques années après l'impact que le film a eu sur toi quand tu étais enfant. Tu es un anthropologue tout juste diplômé et une série d'événements s'est produite qui a mis Bigfoot sur ton radar. Pas simplement par intérêt général, mais comme un sujet d'étude sérieux dans ton domaine d'expertise. Peux-tu nous dire plus ou moins dans l'ordre quelle a été cette série d'événements qui t'a amené à prendre cela au sérieux? D'accord. Eh bien, c'était une série d'événements bizarres. C'est arrivé en partie simplement par le hasard de certaines rencontres et de certaines circonstances. En fait, nous avons fait une unité sur les primates en sciences de la Terre en 6e, et le professeur essayait de nous faire répondre. Les caractéristiques qui définissent l'ordre des primates, ce qui distingue les singes et les grands singes des autres mammifères, puis une liste d'espèces exemplaires qui seraient incluses dans cet ordre. Et quelqu'un, je ne me souviens plus du nom de la personne, mais il faisait le malin, a levé la main et a dit Bigfoot, comme exemple de primate. Et la classe a ri, vous savez. Et puis, au lieu de simplement ignorer la remarque ou de la balayer, tout à son honneur, et je le répète, tout à son honneur, Madame Davis a dit « Eh bien, comment les témoins oculaires décrivaient-ils Bigfoot ?» Et puis, bien sûr, tous les volontaires et les gens qui avaient vu le film, et elle les énumérait, en cochant simplement ceux que nous avions déjà mentionnés. Oui, d'accord, chacun de ceux-là est associé à notre description, à notre définition d'un primate. Donc, si Bigfoot existe, ce serait probablement un grand primate, n'est-ce pas? Les graines avaient été semées. J'étais le genre d'étudiant et de chercheur qui, lorsqu'une opportunité se présente à votre porte ou sur votre chemin, vous en profitez. Vous en tirez le meilleur parti. Et donc, lorsque Greenwell a eu l'occasion d'enquêter sur une séquence vidéo qui montrait un Sasquatch, parce qu'il lui a demandé, vous savez, il a dit « Eh bien, tu t'intéresses aux primates. Tu es l'anthropologue. Que penses-tu de Bigfoot ?» Et j'ai répondu « Eh bien, vous savez, à ce moment-là, l'intérêt au fil des années avait un peu augmenté et diminué. Et c'était une période de déclin où il ne se passait pas grand-chose. Rien n'était à la une, aucune découverte. C'était juste un peu plus de la même chose, la même vieille histoire. Et il semblait que tout était simplement au point mort. Vous savez, ça allait juste rester un mystère non résolu. J'ai un peu dit cela. Il a demandé « Si de nouvelles preuves apparaissaient, seriez-vous intéressé ?» Bien sûr, qui ne le serait pas? Et donc, effectivement, à peine 2 mois plus tard, je reçois cet appel. Et pour faire court, il y avait une séquence vidéo connue sous le nom de vidéo des Redwoods, parfois affectueusement appelée la vidéo de la Playmate. Au fait, si vous appréciez ce contenu et que vous voulez encore plus d'analyses approfondies, d'analyses logiques et de preuves révolutionnaires sur le Bigfoot mises en lumière, alors cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. J'ai récemment lancé un Patreon Cabane dans les bois où vous pouvez me contacter et accéder directement aux preuves. Et le premier niveau d'adhésion est entièrement gratuit. Je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. Ça m'a vraiment captivé. Je me suis dit que ce serait juste un exercice amusant, car j'étais étudiant en locomotion des primates et anatomie comparée. Qui mieux que vous pour examiner ce film et dire « la fermeture éclair ne fonctionne pas correctement ». Et boum, les proportions des membres sont complètement, vous savez, incompatibles avec d'autres modèles de locomotion. Vous savez, je pensais que ce serait juste un exercice amusant pour exercer mon métier. Le problème, c'est que je ne voyais pas de fermeture éclair. Et en fait, je remarquais des caractéristiques intéressantes, comme la base, la graine pour la cassure médiotarsienne.
La notion de flexibilité du milieu du pied était le résultat d'une observation faite sur ce sujet lorsqu'il quittait la chaussée pour entrer dans la végétation au bord de la lisière des arbres. Donc c'était un autre point de connexion. Petite pause ici, parce que je sais probablement ce que vous êtes en train de penser. Robert, tu t'attends vraiment à ce qu'on croie que cette vidéo floue en noir et blanc, où on ne voit presque rien, est celle qui a convaincu le docteur Meldrum, alors jeune anthropologue, de prendre le sujet du Bigfoot au sérieux? C'est un point valable, mais il y a quelques éléments à considérer. Tout d'abord, quand le docteur Meldrum l'a regardée, elle n'avait pas encore été convertie de la bande au numérique. Elle n'avait pas été copiée, recopiée et piratée une douzaine de fois. Et par conséquent, la version qu'il a vue était de bien meilleure qualité que celle que j'ai pu vous montrer ici. C'est la version de meilleure qualité que j'ai pu trouver en ligne. Mais quand le docteur Meldrum l'a vue, il a pu discerner beaucoup plus de détails. Vous vous demandez sûrement, où est la preuve irréfutable du Bigfoot que j'ai promise au début de la vidéo? Pourquoi toute cette histoire de fond? Eh bien, la preuve indéniable arrive, je vous le promets. Mais je pense que le parcours du docteur Meldrum, ou du moins une version condensée de celui-ci, est important à partager d'abord, car cela montre qu'il n'est pas arrivé dans ce domaine comme un illuminé obsédé par le Bigfoot avec un gros biais de confirmation. Il est arrivé ici en tant qu'anthropologue et anatomiste sérieux, un scientifique dont le seul objectif était de découvrir la vérité. Et il a été progressivement convaincu au fil des années par divers éléments de preuve que ces êtres existent et que leur existence est indéniable. Alors restez avec moi dans ce voyage et nous allons suivre le docteur Meldrum alors qu'il faisait ses découvertes, qui l'ont conduit progressivement à sa conviction actuelle que la preuve existe. Et puis, réalisant l'opportunité de rendre visite au docteur Prince, de consulter ses écrits, ses publications, et ainsi de suite. Une certaine correspondance avait même eu lieu. Greenwell était le maillon suivant de la chaîne. Et alors que nous descendions en Californie pour évaluer cette vidéo de Redwood, à un moment du voyage, il fouille dans sa mallette. Et il a dit, il sort. Vance Orchard, Bigfoot des Blue Mountains, les Blue Mountains de l'est de l'Oregon et du sud-ouest de l'État de Washington. J'étais également familier avec l'importance de cette région, parce qu'elle mettait tellement en avant les preuves, les empreintes, les moulages qui figurèrent de façon si marquante dans le travail de Walter Krantz, étant donné sa proximité à Pullman, dans l'État de Washington. Walla Walla était juste à 2 pas. Donc il avait vraiment étudié cette région de près. Et c'était un peu comme l'empire du roi Midas. Paul Freeman et Wes Summerlin avaient le don de Midas. Beaucoup de chats. Et des camps, vous savez. Et cela a éveillé des soupçons. Mais toute personne familière avec la région a très vite compris la nature du sol dans cette partie de l'État et au-delà. Je la connais très bien parce qu'elle s'étend sur tout le sud de l'Idaho, jusqu'à mon quartier. Donc, si une nouvelle route est construite, ou si une route était nivelée, ou que la couche arable est enlevée, on expose ces dépôts de l'euse glaciaire épais de plusieurs mètres. C'est comme du talc, une farine. C'est extrêmement fin, donc là-bas, dans les zones bleues, toutes les routes des contreforts étaient simplement des pistes nivelées ou des chemins, des routes nivelées sans gravier ni balayeuses. Elles faisaient d'excellentes pistes. Quand elles étaient mouillées, le sol était très argileux. Ce sol à particules fines devenait très argileux, presque une sorte de boue collante, vous voyez, comme une semelle de caoutchouc. Quand c'était sec, c'était comme de la farine. Si vous avez déjà saupoudré de la farine en faisant une pâte à pizza ou une croûte de tarte, vous savez qu'en posant le doigt, on laisse une empreinte digitale parfaite. La finesse de ces particules capte remarquablement bien les détails de la topographie. Et donc ici, il y avait toutes ces routes tertiaires qui n'étaient pas aménagées, qui étaient simplement des pistes naturelles. En parcourant ces routes au bon moment, vous découvririez bien plus que le Sasquatch. Je veux dire, ce n'était pas comme si vous savez, il y avait une représentation disproportionnée du Sasquatch qui suggérerait que quelqu'un posait des traces intentionnellement. Non, je pourrais vous emmener là-haut. Il y a un col où la route traverse l'arête entre la région sauvage de Wanatukan d'un côté et le bassin versant de Mill Creek de l'autre côté. Donc il y a beaucoup de passages d'animaux sauvages sur ce col et sur cette route en terre non aménagée. Je peux vous y emmener car je l'ai déjà fait plusieurs fois avec des amis pour prouver mon point de vue. Et je pourrais vous montrer des traces de coyotes, même parfois, rarement, une trace de loup,
des traces de cougar, de cerf, de wapiti, parfois même d'élan, lors de rares occasions. Mais je veux dire, c'était comme un buffet. Une multitude de... Ce n'était pas comme un véritable corridor de traces de Sasquatch, c'était toutes sortes d'animaux sauvages. Exactement, non. Mais malgré ce fait, je veux juste, pour clarifier, vous avez mentionné qu'avant votre enquête sérieuse dans cette région des Blues où Paul Freeman a fait beaucoup de ses découvertes de pistes. Et bien sûr, la vidéo de Paul Freeman aussi, et nous en parlerons plus tard. Mais vous étiez, en tant que scientifique, corrigez-moi si je me trompe, mais vous étiez très sceptique. Et vous l'avez laissé entendre plus tôt, le fait que cet homme semblait avoir une sorte de toucher de Midas, le fait que ce seul gars aurait soi-disant trouvé autant de traces, vous n'étiez pas du tout convaincu que celle-ci était légitime, n'est-ce pas? Au début. J'avais, vous savez, quelques inquiétudes. Et j'avais aussi que ces inquiétudes avaient été amplifiées par les opinions de personnes comme René de Deinden. Et même Grover Krantz était un peu prudent. Pas tant que ça. Je pensais en fait que John Green, je crois, a été beaucoup influencé par René et donc il ne connaissait pas Paul. Il ne connaissait pas vraiment les faits de première main. Et donc il était un peu sceptique. Si une personne trouve une seule série d'empreintes, cela peut sembler suspect. Il en trouve 2, 3 ou 4, vous voyez, sur celle-ci. Plus l'occasion se présentait fréquemment, plus cela devenait suspect parce que John savait que ces animaux étaient extrêmement rares. C'est vrai, mais tous les animaux ont leurs habitudes. Et s'ils ont certains chemins, certains itinéraires qu'ils suivent pour chercher du gibier, de l'eau ou un abri, vous savez, les nécessités de la vie, Paul a travaillé d'arrache-pied. Ce n'est pas comme s'il était simplement tombé sur ces choses par hasard. Il sortait, surtout après que les premières neiges avaient fondu, dès que les routes étaient praticables, parce que la neige avait tendance à pousser toute la faune vers les altitudes plus basses. Et donc, à mesure que la neige fond, il y a cette sorte de frontière, cette zone de verdure. Tu sais, tout est bien arrosé, ça pousse, c'est frais. Et donc, les animaux sont un peu concentrés là. Les sources sont réactivées par le ruissellement et l'augmentation du débit dans la nappe phréatique, et ainsi de suite. Donc, dès que les routes étaient praticables, Paul était dehors à chaque minute de libre, parcourant ces routes et cherchant n'importe quel endroit où un Sasquatch ou n'importe quel animal pourrait se trouver. Je veux dire, il avait aussi de bons moulages d'empreintes d'ours et d'autres choses dans sa collection, juste pour référence, vous savez, pour illustrer le contraste. Mais tout ce qui traversait les routes ou marchait le long de la chaussée, il gardait les yeux grands ouverts, et après avoir capturé les images. Voilà. Jésus, les images en particulier, mais même un peu avant cela, quand il a eu la rencontre alors qu'il patrouillait autour du bassin versant. Et il a vu cette créature descendre la berge, le regarder, et les poils se sont hérissés sur ses épaules et sa tête. Il est donc devenu en quelque sorte une sorte de point de ralliement. Et les gens en ville en parlaient. Ils disaient donc « Oui, Paul, j'étais là-haut, tu sais, à tel endroit, et j'ai vu des traces. Va les voir. » Et donc il le faisait, tu vois. Il recevait donc toutes ces indications de lieu à aller voir. Et certaines des choses que je les ai toutes dans mon labo ici. Et certaines étaient clairement des canulars. Je pense que des gens essayaient de lui jouer des tours. Il me les montrait en disant « Celui-là, je ne sais pas. » Il disait que quelqu'un l'avait contacté, alors il y allait et le faisait. Il réalisait toujours un moulage en plâtre, quoi qu'il arrive. Et ce n'est que bien plus tard qu'il m'a emmené pour me montrer les empreintes de pas qu'il avait découvertes ce jour-là pour la même raison. C'était en février. La neige venait juste de fondre sur cette route en particulier, jusqu'à la crête au-dessus. Et il faisait sa ronde en voiture quand il est tombé sur ces traces. Et il me dit « Je ne m'en occuperai pas à ta place ». Il a dit « J'ai déjà moulé tellement d'empreintes de pas ». Il a dit « À moins que les traces ne soient vraiment impeccables, parfaites, je ne vais pas m'embêter. » Eh bien, je regarde ces traces. Ce qu'il appelle des imperfections sont en fait des signes de mouvement. Le glissement de l'orteil, vous savez, ou les traînées, le gros orteil qui traîne, ou le bourrelet de pression d'une cassure médiotarsienne. Vous voyez, tous ces types de choses. Les fissures de tension, l'écartement, vous savez, la trace d'un orteil qui s'étale ou glisse vers le bas à travers, au lieu de cette poussée.
Et j'ai juste absorbé tout ça. En le voyant, j'avais beau le critiquer autant que je voulais. Dès que nous l'avons ramené, mon frère et moi étions ensemble pour ce voyage. Un bel alignement des étoiles. Nous étions ensemble lors de la projection du film Patterson-Gimlin. Et puis, quand nous avons vu ces traces remarquables, vous savez, nous étions à nouveau ensemble. Je me suis tourné vers lui et j'ai dit « Écoute, même si c'est un canular, tu sais, à ce moment-là, j'avais déjà beaucoup entendu parler de Paul. Donc la question était, lui faire confiance ou non. Mais je connais les traces et je sais interpréter une empreinte de pas. Je peux te parler du squelette sous-jacent, de l'interaction des articulations et des tissus mous qui relient ces articulations. Tu sais, je peux te parler de la dynamique, de la génération de force, du relâchement de la pression, de l'engagement des orteils avec le sol, et ainsi de suite. Je veux dire, je peux interpréter tout ça, je peux les reconnaître, les interpréter et distinguer un type de trace d'un autre, ainsi que d'autres espèces. Donc je regarde tout ça et je me demande, comment a-t-il pu faire ça? Il y a trop de détails anatomiques, ce qui, comme je le décrirai, mettait en évidence les choses qui m'impressionnaient. C'est comme... Il n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Donc, en d'autres termes, tu pouvais dire que Paul Freeman ne se rendait pas compte de ce qu'il appelait des imperfections, ce qui le poussait à considérer certaines empreintes comme indignes d'être moulées, alors que c'était justement les indices parfaits dont tu avais besoin pour déterminer qu'elles étaient authentiques et non truquées. C'est bien ça? Oui, exactement. Et il ne dédaignait pas forcément d'autres choses. Il avait dans sa collection de nombreux exemples d'empreintes partielles. Enfin, il y en avait une, par exemple. C'était un si bon exemple, ce que je n'ai vraiment réalisé que lorsque j'écrivais le chapitre de mon livre. Parmi les empreintes d'autres parties du corps, on a même une empreinte de fesses. C'est tout simplement incroyable. Je veux dire, et le détail anatomique, les subtilités de détails qui échappent à la plupart des gens. Il y avait des empreintes de mains et il y avait les fameuses empreintes de jointure avec le pouce, vous savez, qui dépassent sur le côté. Et même une empreinte d'ongle du pouce. Et vous pouvez sentir la forme d'altère du condyle des phalanges proximales. La subtilité de l'anatomie est vraiment incroyable. Il y en avait une. Vous savez, il me montrait parfois un moulage et on pouvait voir qu'il hésitait. Il disait quelque chose comme « Vous savez, je ne suis pas sûr ». Il disait « Je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai juste appelé des orteils ». Pour moi, cela ressemblait à une empreinte vague de 4 orteils. Et je me suis dit « Peut-être. Je verrai plus tard », et l'ai mis de côté. Cette fois-là, en cherchant ces objets comme les empreintes de main, j'ai ouvert le tiroir et, par hasard, ces orteils étaient juste à côté d'une empreinte de main. Et je me dis, eh bien ça, alors. Et je le prends. Et je commence à le regarder avec un état d'esprit un peu différent. Et puis, l'anatomie m'a sauté aux yeux. Ce n'était pas une empreinte de pas. Ce n'était pas des orteils. Ce que je regardais, c'était la marque, l'empreinte de la partie charnue du talon du poing. Et les orteils étaient en fait les articulations, car, vous savez, ils reposaient probablement sur le poing en se relevant. En se relevant, la main a roulé sur les articulations comme ceci. Donc, la plus proche, même si c'était le petit doigt, était l'empreinte la plus grande. C'était, vous savez, comme quand vous prenez votre pouce et que vous faites une empreinte digitale pour une raison quelconque, vous savez, et que vous roulez toute la surface, alors vous finissez avec ce carré. Ça semble être 2 fois plus grand que votre pouce, parce que la surface qui entoure votre pouce est maintenant étalée à plat. Et bien de la même manière ici, cette petite forme conique, mais arrondie, vous savez, c'est une forme hémisphérique, avec l'articulation qui a été roulée de façon à créer cette grande, large et profonde empreinte. Et puis il y en a une autre, puis une autre, et encore une autre. Il y avait 4 articulations. Vous savez, le pouce n'était pas impliqué. Mais le talon, lui, c'était tellement évident. Même ces petits plis de flexion en forme de higuier à la base du petit doigt étaient visibles à l'œil nu, vous savez. Mais il est complètement passé à côté. Il est complètement passé à côté. Tout comme moi jusqu'à ce que je le regarde avec le bon état d'esprit et l'œil attentif à ce détail. Et là, boum, la reconnaissance s'est faite. Donc, oui, parfois je lui signalais des détails où je lui montrais maintenant la crête de pression médio-tarsienne. L'une des empreintes de cette piste avait cette crête de pression très caractéristique, comme une bosse de ralentisseur. Et je me dis, j'ai déjà vu ça quelque part. Comme l'avait dit John Green,
Il semble que j'ai une compréhension démesurée de tant de points de données. Eh bien, l'une d'elles était une image tirée d'un des livres de John Green qui montrait cette photographie prise par Lyle Laverty, un inspecteur forestier du service des forêts des États-Unis, sur le lieu du tournage le jour même. Enfin, peut-être le lendemain, parce que Roger et Bob ont finalement réussi à retourner en ville. La ville était en effervescence. Tout le monde en parlait, les rumeurs circulaient. Laverty se trouvait justement en ville avec son équipe, et il a entendu parler de cette histoire. C'est étrange, nous étions justement là-haut. Allons voir. Ils sont donc remontés et les empreintes étaient toujours nettes. Et donc Laverty avait pris toute une série de diapositives, des diapositives en couleur, d'excellentes photos d'au moins 5 empreintes, je crois, qui ont ensuite été moulées par Bob Titmus. Donc nous avons eu les photos des empreintes individuelles, puis les moulages, y compris cette crête de pression très distinctive. Et cela a été publié par la suite. Je crois que c'était dans The Apes Among Us de John Green. Et puis à un ou deux autres endroits, et des photos de ce moulage aussi, mais personne n'avait vraiment fait le lien. Personne n'avait vraiment identifié ce qu'était cette crête de pression, ni son importance pour la forme et la fonction du pied. Et donc, je regarde cette empreinte de pas, puis une autre, et encore une autre. Il y en avait plusieurs là-bas, dans les blues en 96, et je me dis, j'ai déjà vu ça. Et effectivement, je suis retourné voir. Et oui, elles venaient du milieu de la montagne, ils ont fait des copies, ou plutôt un moulage d'empreintes. Et finalement, j'ai eu l'occasion de passer plus de temps non seulement avec John Green, mais aussi avec Bob Titmus et sa collection, et on m'a donné l'opportunité de faire une copie de ce moulage. Bob Titmus était venu sur les lieux et avait fait des moulages de 10 empreintes, dont plusieurs faisaient partie de celles qui avaient été photographiées par Lonnie Robertson. Je veux dire, il était tout simplement impossible d'échapper au fait que c'était bien cela, et que c'était les mêmes manifestations de la même caractéristique anatomique. Et puis, autant aller jusqu'au bout de cette réflexion ici. Le véritable argument décisif pour ça, tu sais, il y a beaucoup d'autres exemples corrélés intéressants, mais la preuve irréfutable, c'est quand je suis allé en Chine et que j'ai eu l'occasion de voir une paire de moulages du Yarrow qui avait été réalisés par un garde forestier. Monsieur Yuan, après avoir vu l'animal sauvage, et ensuite, cela était dans la forêt de Shunongjia, n'est-ce pas? C'est exact. On en avait un peu parlé, mais personne n'avait attiré l'attention sur l'importance de cette caractéristique. Sa présence sur les moulages est restée inaperçue. Nous n'avons pas attiré l'attention sur ce point. Mais quand je lui ai donné, nous étions dans le bus allant au site pour l'interview. Il avait sa petite valise de voyage, sa petite valise qui protégeait et enveloppait ses moulages. Ils ne m'ont pas laissé jeter un coup d'œil avant qu'on arrive là-bas. Ils voulaient capturer, avec les caméras qui tournaient, ma réaction initiale, pure, lors du dévoilement. Mais j'avais emporté avec moi lors du voyage un scan 3D du moulage de Titmus, mais montré sous des angles successifs pour que l'on puisse vraiment bien apprécier ce contour. Mais il a tourné la page et a vu cette grande figure. Et là, il s'est redressé d'un coup. Il attrape ma veste et il tire dessus. Il s'agite, il tape sur cette image. Je dis « Hé, d'accord. Bon, il ne me laisse pas regarder, mais d'accord. Attends juste une minute. Effectivement, on arrive, on s'installe. Il est tout excité. Il sort la valise et regarde, il sort ce moulage. Et voilà pourquoi il était si excité. Ils étaient tous les deux des copies conformes du moulage Titmus. Je veux dire, il était environ 1 centimètre plus large, un peu plus massif. Vous savez, peut-être un jeune adulte mâle au lieu d'une femelle adulte comme Patty. Mais je veux dire, il n'y avait aucun doute. C'était les mêmes caractéristiques, mêmes proportions, même forme et même fonction. C'était la même espèce. Ensuite, vous regardez les dates. Ceci a été moulé en 1992. Je n'avais même pas encore publié ma description du moulage de Titmus et son importance avant la fin des années 90, vous savez. Alors comment aurait-il pu? Il n'aurait eu aucune inspiration. Il n'aurait aucune raison de mettre en avant cet aspect étrange parce que les gens le voient et n'ont aucune compréhension de la forme et de la fonction sous-jacente. C'est comme ça doit être cassé ou c'est une voûte plantaire. C'est juste une voûte plantaire étrange, très marquée. J'ai dit non, ce n'est pas une arche. Et non, ça ne l'est pas.
C'est une caractéristique dynamique, un bourrelet de pression. Ensuite, je montre d'autres exemples. Mais ensuite, parmi les Sasquatch, je veux dire, dans les blues, en plus des empreintes que j'ai moulées et observées, il y en avait d'autres que Paul Freeman a moulées et qui présentent ce bourrelet de pression tout aussi distinctement. Et, vous savez, il y avait ensuite d'autres exemples venant d'autres endroits. Le Bosberg, Vosberg, Cripplefoot. Eh bien, voyez-vous, cela détermine aussi la présence de le bourrelet de pression détermine l'emplacement de l'axe de flexion, qui est déterminé par la position de l'articulation torsionnelle transversale. Vous avez le talon, les grosses articulations calcanéo-cuboïdes. Eh bien, donc dans notre reconstruction du squelette, si nous avons un bourrelet de pression, nous savons exactement où doit se trouver cet axe de flexion, n'est-ce pas? Juste devant cette bosse. Petite interjection ici, parce que je sais ce que vous êtes probablement en train de penser. Le docteur Meldrum décrit en détail cette caractéristique anatomique extrêmement spécifique, la rupture médiotarsienne, ainsi que le bourrelet de pression médiotarsien qui en résulte et que l'on retrouve dans beaucoup de ces empreintes supposées de Sasquatch. Mais comment pouvons-nous même savoir à quoi ressemble une crête de pression médiotarsienne morphologiquement correcte dans les empreintes d'une espèce inconnue et non classifiée? C'est une question légitime, mais la réponse est très simple. La rupture médio-métatarsienne est une caractéristique qu'on ne trouve pas dans l'anatomie du pied humain, mais qu'on retrouve dans les pieds de toutes les espèces de grands singes connus. Gorilles, chimpanzés, orang-outans, et ainsi de suite. Le docteur Meldrum connaît cela bien mieux que la plupart des gens, car au cours de sa carrière, il a probablement disséqué des dizaines de pieds provenant de ces espèces de grands singes. Donc, ce que fait le docteur Meldrum, c'est qu'il utilise ses connaissances sur la flexion médiotarsienne dans l'anatomie connue du pied des grands singes et il les extrapole, les applique aux empreintes supposées de Sasquatch qu'il a observées. Et cette caractéristique correspond parfaitement à ce qu'un anatomiste hautement qualifié s'attendrait à trouver sur le plan anatomique. Eh bien, un autre élément clé, si l'interprétation de Francis est la mienne à suivre, que le pied infirme de Bosburg-Bosberg est exact. Ces bosses à l'extérieur de la difformité, du pied déformé, sont des bugnonnettes de tissu cicatriciel dues à l'inflammation autour des articulations déréglées sur le bord externe du pied. Tout comme grand-mère aurait une oignon sur le côté de son gros orteil, comprimé de façon non naturelle par des chaussures pointues et trop serrées. Ces bugnonnettes indiquent la position des articulations calcanéo-cuboïdes et cuboïdes métatarsiennes. Et donc, cette position marque l'articulation tarsienne transverse. Et même si le pied-bot de Bosburg-Bosberg n'a pas de crête de pression distinctive, il ne marche pas de la même façon. Et évidemment, il a eu une blessure à son pied ou à ses pieds. L'autre pied ne semble pas présenter de pathologie ou de déformation résultant d'une blessure ou d'une neuropathie. Je pense que c'est une neuropathie. Je ne pense pas que ce soit une blessure. Je pense que c'est une lésion de la moelle épinière, une tumeur de la moelle épinière. Et c'est le consensus le plus répandu parmi les orthopédistes et les podologues. Mais dans tous les cas, ces repères indiquent l'emplacement de l'une des articulations qui fait partie de l'articulation tarsienne transverse. Et cela montre qu'elle est située exactement dans le bon rapport spatial. Cela reflète le segment du talon allongé qui forme un plus grand effet de levier, vous savez, dans le levier de puissance du pied. Et cela est attesté dans de nombreux autres exemples d'une proportion de talons allongés très robuste. Et donc, je veux dire, comment cela pourrait-il être purement une coïncidence? Et ce n'est pas le cas, parce que même si cela se limitait à un seul exemple, cela dépasse l'entendement. Comme diraient les hindous, il est difficile d'imaginer une telle possibilité. Mais enfin, je veux dire, je peux montrer exemple après exemple après exemple qui montrent cette morphologie distinctive. Un point de scepticisme que je rencontre tout le temps dans la section des commentaires de mes vidéos concernant spécifiquement les empreintes de pas concerne la morphologie dont nous parlons et en particulier la flexion médiotarsienne. Les gens diront, ceux qui ne comprennent pas le mouvement dynamique impliqué pour créer cet artefact, ils diront, eh bien, cette empreinte a une flexion médiotarsienne, mais apparemment celle-ci, provenant du même ensemble de, vous savez, 10 moulages, ou peu importe combien il y en avait, disons les 10 moulages Titmus par exemple, ou le moulage Freeman, pourquoi ne l'ont-ils pas tous? Oui, il y a l'interaction de deux facteurs. L'un est la consistance du substrat. Donc,
selon qu'il va céder et se déformer quand la force appropriée est appliquée, que ce soit un bourrelet de pression ou parfois un disque, tout le disque glisse en arrière, je devrais utiliser l'autre main. Voilà, parce que je regardais l'image de mon musée ici, donc parfois un bourrelet de pression se soulève. Parfois, le substrat cède complètement et le disque se détache et glisse en arrière comme ça. Cela nécessite également une impulsion vers l'avant appropriée, car il doit y avoir une force suffisante vers l'arrière et pas seulement une force vers le bas pour déplacer quelque chose vers l'arrière. Maintenant, j'ai un exemple où la créature a marché dans la boue et elle était très saturée. En fait, l'empreinte laissée est maintenant complètement inondée d'eau. Mais quand elle a marché, il ne s'agissait pas de repousser la matière vers l'arrière. La matière était comprimée et s'extrayait de sous le pied, remontant entre les orteils, vous voyez, et autour du bord du pied. Mais il y a cette extrusion à l'avant, comme une petite vague de boue qui retombe en arrière. C'est différent de la force qui fait que la matière se soulève. Et puis parfois, on voit ces fissures longitudinales où si les talons sont déjà en l'air, il n'y a rien pour compacter cette terre déplacée. Donc quand ça se soulève, ça laisse ces fissures longitudinales. Vous pouvez les voir sur le moulage de Titmus. Vous pouvez les voir sur les empreintes que j'ai moulées, certaines d'entre elles dans le Freeman. Maintenant, l'autre chose cependant, c'est vraiment ce qui arrête tout, le gobe, pour ainsi dire. Dans ce cas, c'est si vous prenez ma diapositive, ce que j'ai fait. Et en fait, il y a un excellent... Je viens juste de tomber dessus, aujourd'hui. L'une des analyses approfondies de Cliff Barackman. C'est aussi mentionné dans une de mes conférences où je parle des empreintes trouvées sur le site du film. Mais je suis simplement tombé par hasard sur Cliff Barackman. Il a utilisé 2 de mes illustrations de manière très efficace. Mais il traite justement cette question. Si Milton en a vu une à Fresno et que Titmus en a moulé 10, pourquoi les autres empreintes n'ont-elles pas de bourrelet de pression? Eh bien, voici les 10 empreintes scannées en 3D. Et puis, sur la diapositive suivante, on les fait simplement pivoter toutes de 90 degrés et soudain, vous pouvez voir la crête de pression sur 8 des 10. Parfois, c'est juste leur façon de marcher et la nature du substrat qui les font paraître vraiment plats, comme une crêpe. Eh bien, si vous avez une voûte plantaire humaine qui concentre la pression sur la plante et le talon, les 2 extrémités de la voûte, alors vous n'obtenez pas un pied parfaitement plat. Maintenant, certains sceptiques regardent l'empreinte plate et disent « Eh bien, regardez, elle a été faite avec une planche en bois. » Eh bien, c'est une explication. Mais allez-y, essayez, faites-le pour moi. Vous savez, c'est à vous alors de le démontrer. Et ce n'est pas si facile d'essayer de s'en approcher même avec une prothèse en bois plate. Eh bien, j'aimerais discuter un peu de ce point parce que, encore une fois, c'est un angle classique. Et au final, je pense que cela se résume à un manque de connaissances et d'éducation sur les détails très fins et minutieux dont vous parlez, ce qui a parfaitement du sens quand on creuse suffisamment. Mais qu'est-ce qui dit, juste pour jouer l'avocat du diable un instant, qu'un sceptique très intelligent, quelqu'un qui a peut-être regardé un certain nombre de vidéos de Jeff Meldrum expliquant la morphologie des empreintes de pas, pouvez-vous expliquer pourquoi il ne pourrait pas falsifier cela même en le sachant? Eh bien, un exemple concret. Le docteur David Daigle, qui a écrit un livre qui était en grande partie une tentative de démystifier une grande partie de ses preuves, même s'il a grandi en étant très intéressé par le sujet. Apparemment, il s'est convaincu que tout cela n'était que fantaisie et sans aucun fondement factuel. Matthew Crowley, alias Ladent, et c'est un sceptique de premier plan qui écrit, expérimente et ainsi de suite. Eh bien, tous les 2 ont essayé de démystifier cela par divers stratagèmes. Et l'un d'eux était une prothèse en caoutchouc latex, un caoutchouc épais. Sa flexibilité, en gros ce qui se passe alors, c'est que l'avant du pied humain s'imprime différemment. Et si le reste du pied est en l'air, alors on pourrait soi-disant obtenir une crête de pression. Le problème, c'est qu'il vous fournit plusieurs photos. Dans aucune d'entre elles, la supposée crête de pression n'est placée au même endroit de façon cohérente. Je ne dirais pas au bon endroit, mais à un endroit cohérent. Ce qui devrait être le cas. Ce serait le cas si c'était une vraie créature vivante, non? Exactement. Parce qu'il est limité par la proportion du squelette du pied.
alors que le modèle de Crowley est basé sur une prothèse en caoutchouc flexible qui peut en fait se plier n'importe où sur sa longueur, simplement en fonction de la position du pied, de la façon dont il est attaché ou si les orteils ont glissé vers l'avant ou vers l'arrière. Vous savez, et donc sur les deux principales images qu'il montre, les crêtes de pression sont à des endroits très différents. Ce n'est pas cohérent. C'est fascinant, c'est en quelque sorte un indice évident. C'est la marque d'un canular particulièrement sophistiqué que de savoir même essayer d'imiter une flexion médiotarsienne ou les crêtes de pression créées par ce mouvement. On a tous vu ces images de pieds rigides sculptés dans le bois en ligne. Évidemment, quelqu'un comme vous regarderait et rirait. Mais il est intéressant de noter que quelqu'un ayant une connaissance bien plus poussée de la morphologie des empreintes a essayé et échoué à recréer certaines de ces caractéristiques très révélatrices. Exactement. Et quand nous regardons à l'étranger et que nous trouvons de plus en plus d'exemples, que ce soit des demi-empreintes, c'est-à-dire des traces laissées en courant, dans ce cas, cela se termine exactement à l'endroit où le pied serait fléchi. Je veux dire, quand toi et moi courons sur la plage à toute vitesse en sprintant sur l'avant des pieds, nous laissons une empreinte courte et abrégée, un peu comme une petite empreinte de chien à 5 orteils. Oui, parce qu'il n'y a pas de talon. Oui, il n'y a pas de talon, seulement la plante du pied et les orteils. Mais en l'absence d'une voûte plantaire longitudinale pour soutenir le pied dans cette posture, le pied du Sasquatch. Si je puis me permettre, s'effondrerait en flexion au niveau de l'articulation tarsienne transverse et laisserait une demi-empreinte dont l'axe de flexion correspondrait à l'articulation ou aux articulations tarsiennes transverses. Il s'agit en fait d'un ensemble de deux articulations côte à côte qui fonctionnent en tandem grâce aux ligaments interconnectés. Ces exemples, à maintes reprises, sont tout simplement remarquablement intéressants. Et encore une fois, à une époque, documentée à un moment où personne n'était au courant de mon hypothèse, de ma théorie ou de mon interprétation, disons-le comme ça. Je pense que c'est bien plus qu'une hypothèse parce que je suis assez confiant dans l'interprétation. Pourquoi ? Car je le vois se produire dans le film Patterson-Gimlin. Je peux voir son pied faire exactement ce que j'ai décrit. Et c'est vrai. Ils guérissent aussi, ouais. Exactement. Et donc, c'est très bien accepté par ceux qui sont au courant, pas les médecins sceptiques, mais la piste, Harford, Dennis Harford, shérif adjoint, félicite le comté de Harvard, répondant à un incident sur un chantier de construction, une ligne de traces. Des empreintes exceptionnelles à cause des conditions. Sol dur avec une couche de poussière pulvérisée. Cette fois, ce n'est pas perdu, mais ça pourrait tout aussi bien l'être. Car les machines lourdes broient simplement le sol jusqu'à le réduire en farine de talc ou en poudre de talc, puis la pluie vient tout détremper. Ainsi, lorsque le pied traverse cette couche de sol poudreux humidifié et atteint le sol dur en dessous, la boue s'extrude simplement entre les orteils et tout autour du bord du pied. On obtient presque un contour parfait du pied, presque comme un moule du pied plutôt qu'une simple empreinte. Et c'est une caractéristique importante. Vous savez, et je l'ai souligné, et cela a été répété à plusieurs reprises par Cliff, une empreinte n'est pas un moule d'un pied. Un moulage d'empreinte est un enregistrement de l'interaction, des dommages, si vous voulez, de la déformation ou de la perturbation du substrat par le pied au cours d'un pas. Exactement. En d'autres termes, c'est un instantané. Est-il correct de dire que c'est un instantané de différentes parties du pied à des moments légèrement différents, alors que le pied s'appuie pour permettre à la créature de se déplacer? Exactement. Mais toutes ces parties sont assemblées ensemble. Donc, ce n'est pas une véritable représentation de la forme, de la taille et des proportions réelles, mais plutôt un composite de cette série d'interactions. Parfois, il y a des déformations. Parfois, il y a du glissement. Parfois, il y a une expansion des tissus mous sous la pression et un rebond, vous savez, lorsque la pression est relâchée. Toutes ces choses doivent être prises en compte lors de l'interprétation d'une empreinte. Vous savez, même ses dimensions, parce que les coussinets plantaires s'étendent. Vous savez, les parois latérales s'écartent lorsque le coussinet plantaire, parfois très épais, se dilate latéralement sous la compression. Vous savez, on ne veut pas que ça aille trop loin. Il y a beaucoup de tissus conjonctifs là pour maintenir ce tissu adipeux sous le support osseux. Vous savez,
Vous ne voulez pas que tout s'étale sur les côtés. Sinon, vos os entrent en contact avec le sol à la base. Mais malgré tout, il y a une déformation. Il y a une déformation. Il y a des traînées, des glissements, des mouvements des orteils, soit en s'écartant, en se fléchissant, ou même en tapotant 2 fois. Parfois, on peut observer une apparence inhabituelle, voire l'impression de 6 orteils à cause d'une double empreinte du 5e orteil. Eh bien, En parlant des changements que l'on observe sur certaines traces lorsque le terrain change, comme vous venez de le mentionner, l'écartement des orteils par exemple, ou la glissade des orteils, lorsqu'on arrive sur une petite butte avec de la boue glissante par exemple, pourriez-vous expliquer pourquoi c'est une autre caractéristique d'une série de traces? Il ne s'agit pas d'une trace unique, mais du passage d'une empreinte à l'autre sur plusieurs traces, certaines avec un écartement des orteils, d'autres non. Pourquoi un faussaire ne pourrait-il pas simplement reproduire cela? eh bien parce que évidemment, enfin pas forcément évidemment, mais en général, on imagine que lorsqu'on produit des empreintes de pas anormalement grandes et à la forme déformée, on va utiliser une sorte de prothèse. Et la solution la plus simple, évidemment, parce qu'on a vu des suggestions de canulars par de nombreuses personnes affirmant que oui, la solution la plus simple, la plus évidente, c'est une plaque de bois sculptée. Vous savez, créer un pied en bois rigide qu'on peut attacher à des bottes ou à des chaussures, ou même fixer directement à vos pieds, je suppose. Et évidemment, il y a d'énormes limites à l'immobilité. Il y a aussi le problème de la profondeur de l'empreinte, parce que c'est comme mettre des raquettes à neige. Vous augmentez la surface de soutien sans modifier la masse qui est transportée. Vous savez, je veux dire, à moins peut-être de mettre un poids de 30 kg, mais même ça, si vous doublez la taille de votre pied, c'est pour un adulte, vous savez, un humain, un homme adulte, qui pèse entre 90 et 115 kg, disons, ou 135, vous savez. Pour doubler ça, pour ajouter 90 kg, vous savez, c'est comme des pommes de terre ou quelque chose comme ça. Qui sait quoi? C'est toujours, ou comme nous avons essayé une fois, moi grimpant sur le dos de quelqu'un et faisant du cheval pendant qu'il portait ses chaussures. Dans ce cas, c'était une coque en fibre de verre avec une paire de vieilles baskets montantes en toile, puis collées à la fibre de verre à l'intérieur, dans le fond de la coque. Elles étaient vraiment inconfortables à porter. Il fallait mettre de nombreuses couches et plusieurs paires de chaussettes épaisses. Et j'imagine, je ne savais pas que tu avais tenté cette reconstitution du processus potentiel de canular en montant sur le dos de quelqu'un. C'est hilarant et aussi très révélateur de ton intégrité scientifique dans tout ça, parce que je pense que tu sais, Tu vois, c'est pour ça que Paul Freeman a eu une si mauvaise réputation. Il a été qualifié de faussaire parce qu'il a déclaré avoir fait des expériences dans son jardin avec des pieds sculptés pour voir ce qu'il faudrait pour créer une empreinte convaincante. exactement, les gens s'y sont vraiment accrochés, non? Et il faut prendre ça en compte parce que sérieusement, vraiment, tout chercheur digne de ce nom, tout étudiant en pistage aura fait ce genre d'expérience pour s'instruire. Vous savez, c'est différent quand on le fait soi-même. Je veux dire, le fait qu'il ait dit qu'il l'a fait dans son jardin, il n'est pas allé, vous savez, jusqu'à la rivière Lewis, ou peu importe, ou au réservoir pour faire des traces sur la plage et voir comment les gens réagiraient. Maintenant, c'est ce qu'un mystificateur ferait pour voir comment les humains, comment les gens réagiraient. Regardez. Ça. Eh bien, plus j'examinais ces empreintes, plus je commençais à trouver des exemples de ce qu'on ne peut décrire que comme une crête de pression médio-tarsienne. C'est une longue histoire et elle est compliquée. C'est une histoire intéressante, mais l'acceptation a été lente et elle n'a toujours pas été pleinement acceptée par mes collègues. Ça, C'est un point très intéressant, le fait que cela n'ait toujours pas été pleinement accepté. Oui, il me semble, et encore une fois, corrigez-moi si je me trompe, que cela rend la chose d'autant plus improbable. En fait, cela ressemble au coup de grâce pour l'idée qu'une telle caractéristique, la crête de pression médio-tarsienne, surtout pendant les années 1960, mais même bien après cette période, cela n'aurait même pas fait partie de la conscience collective de quiconque aurait pu tenter de fabriquer ces empreintes. donc votre point est très bien formulé. Et puis,
Combinez cela avec l'un des clichés les plus populaires de l'empreinte avant que Titmus ne la moule. Là, juste à côté de la crête de pression, il y a cette branche blanchie d'apparence blanche, une brindille d'une branche sans feuilles ni aiguilles qui dépasse avec plusieurs ramifications. Donc, plusieurs ramifications. Et les gens ont regardé cela et sa proximité avec la crête de pression et ont dit, eh bien, il a juste marché sur, disons, une branche verte, une partie des débris. Vous savez, il y a ce gros tas de débris là, sur le banc de sable, derrière lequel Patty marche. Et c'est concevable, il y a une branche encore verte et élastique juste sous le sable qui, lorsqu'on marche dessus, s'enfoncerait. Mais quand la pression serait relâchée, elle rebondirait et créerait une bosse, comme un dos d'âne. On pensait donc que c'était simplement un artefact de ce pas particulier. Cela a été trahi par la branche qui dépasse sur le côté, suggérant qu'il y a une branche verte et élastique enfouie sous la bosse. Eh bien, cela irait. Sauf que lorsque vous prenez les 10 et que vous les tournez, ils ont tous exactement la même position et orientation. Ils ont la crête de pression. Peut-être que ces théoriciens en particulier seraient aussi du genre à croire qu'on peut leur vendre le pont de Brooklyn. C'est ça. C'est ça. Donc, je veux maintenant passer à d'autres formes de preuves, mais juste avant, je pense que c'est un point qui mérite d'être énoncé de façon concise. Diriez-vous, selon vous, en tant que scientifique et plus précisément en tant qu'expert en locomotion des primates et en morphologie du pied, qu'on peut l'affirmer sans risque? Les détails dans les empreintes dont nous avons parlé confirment absolument, sans l'ombre d'un doute, l'existence de l'espèce Sasquatch? Eh bien, personnellement, à mes yeux, oui. C'est absolument fou. Pour réitérer, la signature morphologique laissée dans de nombreuses empreintes que le docteur Meldrum a examinées ne peut indiquer qu'un véritable Sasquatch vivant. Du moins, c'est ce que cela indique à ceux qui ont les connaissances anatomiques extrêmement détaillées pour le voir. Le problème, c'est que presque personne ne possède ces connaissances. En parlant de révéler des vérités inconfortables, c'est justement le bon moment pour mentionner un podcast que vous devriez absolument découvrir. Il s'appelle Close Encounter Club et il est animé par deux bons amis à moi, Justin et Josh. Ils interviewent tout le monde, des astrophysiciens qui ont observé des ovnis jusqu'aux gens ordinaires qui ont simplement vécu des expériences inexpliquées. Et oui, ils vont bientôt sortir une série exceptionnelle sur le Bigfoot. C'est approfondi, détaillé, et le premier épisode de la série est en fait une interview avec moi. Si vous appréciez ce type d'analyse logique et convaincante, vous allez adorer Close Encounter Club. Disponible sur toutes les grandes plateformes de podcast. Jetez-y un œil, ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Je précise cela uniquement en reconnaissant que, pour quelqu'un qui n'a pas de point de référence, l'expérience avec de nombreux spécimens, et là, on parle d'empreintes de pas. Nous parlons de spécimens cadavériques disséqués. Nous parlons de l'analyse morphométrique géométrique de centaines de squelettes de pieds de primates et d'humains. Je veux dire, quand on prend tout cela en compte, cela influence certainement ma capacité à tirer cette conclusion avec confiance. D'accord. Quelqu'un qui n'a pas cela dans sa poche doit alors se fier à l'opinion, à la conclusion. Et j'insiste sur le mot conclusion. Je vais raconter une petite histoire rapide. Une fois, j'étais dans une émission de radio et nous avions une conversation très similaire. Et l'un des autres invités, je crois, ou était-ce un auditeur? Je ne suis pas sûr, mais l'un ou l'autre exprimait son opinion. Elle essayait de réfuter mon argument, mon explication de cette organisation fonctionnelle et de son expression dans les cas d'empreinte. C'est un moulage rapide. Et bien sûr, je n'étais pas d'accord. Elle n'avait pas les moyens de me contredire sur ces points. Elle n'apportait pas de véritables objections ou d'objections étayées. Et puis elle s'est un peu mise sur la défensive et a dit « Eh bien, c'est ton opinion. » J'ai mon opinion. J'ai le droit d'avoir mon opinion. Je vais le faire. Et j'ai dit « Excuse-moi. »
J'ai dit « excuse-moi ». J'ai demandé « combien ?» et j'ai passé en revue la liste. Combien d'empreintes as-tu examinées? As-tu fait des moulages? Combien de pieds humains cadavériques as-tu disséqués? Encore mieux, combien de pieds de gorilles, chimpanzés, orang-outans, macaques, babouins as-tu disséqués entièrement? Combien de squelettes de pieds as-tu mesuré? Combien de jeux de données, combien de jeux de données ostéométriques as-tu élaboré avec des explications et des justifications pour la base biomécanique de chacune de ces mesures, chacun de ces paramètres? J'ai dit, quand tu auras fait cela, tu pourras mettre ton opinion au même niveau que ma conclusion. J'exprime une conclusion basée sur tout ce travail, des années et des années de recherche, d'enseignement et ainsi de suite. J'ai dit, ce n'est pas une opinion comme tu utilises ce mot en ce moment. Ce n'est pas une opinion, c'est une conclusion. La tienne est une opinion basée sur une compréhension très superficielle du sujet en question. Elle, eh bien... Et je pense que c'est une distinction importante à faire parce que, corrige-moi si je me trompe, mais le genre d'opinion que tu rencontres là-bas, le genre d'opinion que toute personne qui se considère comme un chercheur sérieux sur le Bigfoot, même pas ceux rares qui sont à ton niveau, mais disons à mon niveau, toute personne qui entend un tel avis, il est évident que ces opinions sont motivées par l'émotion, alors qu'une conclusion, et je pense que c'est une distinction importante, une conclusion comme la tienne, elle est motivée et informée par des données, pas par l'émotion. Oui. Bref. Je t'ai interrompu là. J'allais juste ajouter que, tu sais, elle était vraiment désemparée et, tu sais, incapable de défendre sa position à ce moment-là. Et le modérateur, heureusement, a légèrement orienté la conversation dans sa direction. Et elle est venue me voir lors de notre prochaine rencontre. Elle m'a dit « Désolé, j'espère ne pas t'avoir offensé. On est toujours amis ?» J'ai répondu « Bien sûr que oui, parce que mon amitié ne dépend pas de nos opinions. » Elle repose sur notre amitié, notre collégialité, et ainsi de suite. J'ai dit « Mais tu sais, c'est important que tu reconnaisses cela et que tu ne refasses pas cette affirmation, parce que j'ai essayé d'être poli, sinon direct. » J'ai quand même essayé d'être poli, mais bon, ça aurait pu être un peu plus sanglant sinon. Je voudrais parler un peu d'autres formes de preuves. Donc, nous avons parlé du fait que la morphologie des empreintes, les preuves d'empreintes que nous avons dans tous leurs moindres détails, étayées par vos années d'expérience dans l'étude de la locomotion des primates, de l'anatomie des primates, de l'anthropologie, cela en soi est une preuve suffisante de l'existence de cette espèce. Et pourtant, les gens qui, comme nous en parlions tout à l'heure, ne regardent pas les détails des empreintes à travers le regard très expérimenté et nuancé que vous avez, seront souvent très méprisants envers les empreintes. Vous savez, le raisonnement est à peu près le suivant. Eh bien, j'ai vu un gars avec de faux pieds en bois posé sur une photo sur Internet. On pourrait facilement fixer de faux pieds en bois, rendant toutes les empreintes fausses. De plus, selon les sceptiques, si elles existaient vraiment, nous aurions déjà des preuves physiques, des poils, des excréments, voire un corps. Et nous n'avons rien de tout cela. Donc les empreintes sont aussi fausses parce que cette espèce n'existe pas. Cependant, ce n'est pas tout à fait vrai. L'affirmation selon laquelle il n'existe aucune preuve physique, qu'aucun échantillon de poils n'a été identifié avec des caractéristiques très particulières de primates, et pourtant sans correspondre parfaitement à aucun primate connu. Pouvez-vous évoquer certains détails des preuves physiques et des études menées à leur sujet? Bien sûr, oui. En fait, nous avons des échantillons de poils qui sont distincts. Je veux dire, en gros, l'une des choses, c'est que nous nous sommes retrouvés dans une situation où des poils étaient envoyés à plusieurs reprises pour identification. On nous répondait, vous savez, soit ils n'arrivaient pas à extraire l'ADN, soit c'était indéterminé, une conclusion fréquente. Indéterminé, impossible de dire si c'est ceci, cela ou autre chose. Et quand on comprend la façon dont les cheveux sont généralement identifiés traditionnellement, ça a parfaitement du sens. La méthode traditionnelle consistait à prendre, vous aviez une bibliothèque d'échantillons de cheveux connus, d'espèces connues, et puis vous avez votre échantillon inconnu, et vous allez simplement le comparer à ces échantillons connus
jusqu'à ce que vous trouviez une correspondance. Eh bien, cela exigeait que, pour avoir un cheveu de Sasquatch confirmé, vous deviez déjà posséder un cheveu de Sasquatch confirmé pour pouvoir le comparer. Donc, cela manque. Il vous reste donc ceci qui ne correspond à rien d'autre, d'où son caractère indéterminé. Eh bien, mon raisonnement était le suivant, et j'ai comparé cela avec d'autres, et la personne à laquelle je pensais, qui réfléchissait dans le même sens, était R. Fehrenbach. S'ils sont capables de conclure que c'est indéterminé, c'est parce que cela ne présente aucune des caractéristiques. En fait, aucune des caractéristiques qui vous permettraient de l'associer à un autre échantillon connu. Alors revenons en arrière et voyons. Je veux dire, ils ont dû décrire le cheveu au microscope. Revenons en arrière et voyons si nous pouvons retrouver certains de ces rapports qui ont simplement été écartés comme indéterminés et examinons la base de cette conclusion. Et effectivement, quand nous l'avons fait, vous savez, il y avait toute une litanie qui impliquait des choses comme la forme de la tige. Est-ce qu'elle est parallèle? Est-ce qu'elle est effilée? Quel est le diamètre? Le diamètre moyen? Quelle est l'échelle? La structure de la cuticule? Y a-t-il des losanges de pigments inhabituels ou des granules de pigments? Y a-t-il une moelle? Quelle est la taille de la moelle? Quelle proportion de la tige occupe-t-elle? Est-elle continue? Est-elle vide? Est-ce autre chose? Brisée? Interrompue? Eh bien, c'est ce que nous avons fait, essentiellement, et nous avons obtenu une description après l'autre, encore et encore. Et beaucoup de ces échantillons de cheveux indéterminés, pas tous, mais beaucoup, étaient essentiellement identiques les uns aux autres. Ils ne correspondaient à rien dans la collection de références, mais ils étaient cohérents entre eux. C'était intéressant. Cela signifie qu'il y a quelque chose là-dehors pour lequel aucune norme n'a été établie, mais qui perd des poils qui présentent constamment ces caractéristiques. Et c'est devenu ce que... Et les caractéristiques en question, corrigez-moi si je me trompe, mais bien qu'elles ne correspondaient à aucune espèce connue, elles correspondaient remarquablement bien entre elles. On peut dire sans risque que leurs plus proches parents, en termes de similarité structurelle, étaient des poils de primates, n'est-ce pas? Des primates? Primates. Et en fait, généralement, ils étaient le plus étroitement apparentés à l'humain, avec très peu d'exceptions à cela. Mais en gros, on observe un poil à côté parallèle, donc un poil de jarre très modifié. Vous savez, la plupart des fourrures de mammifères sont composées des poils de jarre plus gros et plus grossiers qui forment la couche extérieure, et ensuite du duvet. Ils sont entrelacés. Mais plus près de la peau, il y a le sous-poil, le poil de bourre, qui est fin, très fin, parfois même avec une moelle creuse et acellulaire. Mais c'est lui qui assure l'isolation thermique, tandis que les poils de jarre offrent une protection mécanique contre l'abrasion. Donc, les poils du Sasquatch ressemblent davantage aux poils du corps humain, qui sont une forme modifiée de poils de jarre. Et il n'a pas de pointe effilée, mais a plutôt tendance à être parallèle sur les côtés, avec une extrémité émoussée et usée. C'est assez fin, 65 microns, ce qui correspond à peu près à l'épaisseur moyenne d'un cheveu humain. Vous savez, une épaisseur moyenne des cheveux, là-bas. Il possède souvent une moelle acellulaire, c'est-à-dire le noyau central, qui est très visible, comme une zone sombre à l'intérieur du cheveu. Sous un microscope, on y trouve les restes des processus cellulaires qui se déroulent dans le follicule. C'est là que l'on trouve les noyaux résiduels et les mitochondries, là où se trouve l'ADN. C'est là qu'on le trouve le plus facilement. Le reste de la tige, le cortex, est constitué de kératine, de protéines et de protéines extracellulaires. Très durable, très persistant dans l'environnement, les cheveux qui tombent. Eh bien, il peut flotter dans l'air pendant des années avant de finalement se décomposer ou d'être utilisé, vous savez, dans un nid d'oiseau ou dans un autre matériau. Vous avez vu ces vidéos où des oiseaux sont assis sur le cou du chien et arrachent des tonnes et des tonnes de leurs gros poils de jarre pour aller garnir leurs nids avec. Donc, ce sont les principales caractéristiques, 65 microns côté parallèle, usure à bout émoussé, absence de moelle cellulaire en général, ou une moelle vacuolée, et de grands losanges de pigments, généralement soit de l'eumélanine, soit de la phéomélanine. L'eumélanine est un pigment noir foncé. La phéomélanine est d'une couleur brun rougeâtre.
Donc, quand vous avez... Fait intéressant, ce sont aussi les deux couleurs le plus souvent rapportées par les témoins de Sasquatch. Et tout ce qu'il y a entre les deux. Je veux dire, en gros, si vous imaginez comme un petit etch à sketch avec vos molettes ici, vous savez, si vous augmentez le côté blond-roux, vous pouvez passer d'une sorte de couleur peau de daim pâle à un rouge très prononcé. Si en même temps vous commencez à augmenter le noir, alors vous pouvez obtenir un brun clair, un brun foncé, puis un noir très profond avec des reflets rouges, un peu comme de l'acajou. Et oui, ce sont généralement les phases ou variations de couleurs qui sont le plus souvent signalées. La couleur la plus courante d'un Sasquatch est sombre, généralement sombre, ou brune, ou noire. En général, il penche vers le côté sombre, mais il y a parfois des exceptions. Je veux dire, j'ai interviewé un témoin qui avait vu à plusieurs reprises ce qu'il appelait un individu couleur daim, parce qu'elle avait des seins visibles et proéminents, a été vue à plusieurs reprises. Et la peau de daim à laquelle il faisait référence, il avait en fait une veste en peau de daim accrochée derrière la porte, et il disait « Eh bien, c'est un peu une couleur beige clair. » Donc, on a ces talons or, c'est ça le truc. J'ai collecté ou on m'a soumis des échantillons qui vont de l'Alaska jusqu'au sud-est du Texas. Et ils sont indiscernables. Si tu les alignes, la seule différence entre eux, c'est la légère variation ou différence de teinte. Mais l'apparence physique, la forme, les côtés parallèles, la largeur de la tige, le développement relatif de la moelle, et ainsi de suite. Toutes ces caractéristiques sont remarquablement cohérentes dans l'ensemble. Cela montre qu'il y a quelque chose là-bas qui perd ses poils. Vous savez, c'était la conclusion. John Napier, encore une fois, pour revenir à John Napier dans son livre, il était convaincu. Finalement, sa conclusion était que le Sasquatch doit exister. Il a dit que c'était intéressant pour lui. J'ai toujours trouvé gratifiant que les empreintes de pas soient convaincantes. En tant qu'anatomiste, ce sont surtout ces traces matérielles, ces preuves anatomiques, qui l'ont le plus impressionné. Et fondamentalement, sa conclusion était que quelque chose fait des empreintes, de vraies empreintes, pas un canular. Il avait déjà traité la question et écarté la possibilité que tout cela soit un canular. Quelque chose laisse des empreintes. Maintenant, ce qu'est ce quelque chose, il n'en était pas tout à fait sûr. Il n'était pas encore prêt à se prononcer sur un singe, un hominidé ou quoi que ce soit d'autre, vous savez, à ce moment-là. Mais nous pouvons dire la même chose. Quelque chose perd des poils. Enfin, c'est encore moins probable que ce soit un canular. Comment faire un canular avec des poils? Sauf si on va au zoo arracher des poils de gorille ou d'orang-outan. La plupart des gens ne sont pas qualifiés. Même les analyses de fibres de nos jours ne vont pas jusqu'à essayer de différencier, par exemple, différents groupes ethniques humains sur la base de leurs cheveux. C'est incroyable de voir à quel point certains sceptiques bornés peuvent être ingénieux pour trouver des explications potentielles qui ne sont pas une espèce d'hominidé inconnu. Donc, de combien d'échantillons parlons-nous ici, à peu près, que vous avez personnellement collectés et sur quelle zone? Je veux dire, vous avez un peu laissé entendre les réponses à cela, mais quel genre de variété? Eh bien, et honnêtement, je suis resté à la traîne du docteur Fahrenbach pendant très longtemps. Le docteur Fernbach est un microscopiste maintenant à la retraite qui a travaillé au Centre régional de recherche sur les primates de l'Oregon en tant que microscopiste. Je veux dire, en plus de travailler avec les primates, il s'intéressait davantage à ces aspects microscopiques des primates, que ce soit l'histologie ou quelque chose comme la parasitologie, qui était un aspect important. Et Heiner était un peu notre personne de référence parce qu'il avait accès à d'excellents instruments de microscopie, ainsi qu'à la microscopie électronique, et ainsi de suite. À chaque réception d'échantillons, je les transmettais toujours à lui. Et c'est pourquoi il avait accumulé pas mal de spécimens d'archives de poils supposés de Sasquatch. Je connaissais aussi un autre couple de chercheurs. Il y avait un très bon anthropologue médico-légal à l'université de l'Arizona, je crois. Et il avait une collection très étendue de poils et avait déjà traité les affirmations concernant des poils de Sasquatch à plusieurs reprises. Il y avait des gens comme ça. Je suis anatomiste, en anatomie macroscopique ou microscopique, cela ne change rien pour moi. Vous vous concentrez sur une morphologie particulière en fonction de la taille, de la forme et d'autres caractéristiques, ce qui détermine l'identification. Donc, j'ai en quelque sorte pris la relève là où Ehnert s'est arrêté à la retraite et j'ai traité pas mal de cas. Vous savez,
J'en ai même un ici, justement. Voilà, à plus tard. Oui. Eh bien, voyons. Quand je les reçois, je les étiquette de façon très voyante comme étant contenus dans un échantillon de cheveux. Et puis, j'ai une boîte sur la table du microscope où je les ai rassemblés. Ils ne sont plus dans leurs enveloppes d'origine pour m'assurer que je garde bien l'association avec l'identité et l'emplacement du donneur. Et parmi ceux-là, je dois dire qu'une grande proportion, vous savez, peut-être 4 sur 5 peuvent facilement être attribués à d'autres choses, même à des plantes. Il y a certains lichens filamenteux qui, jusqu'à ce qu'on les observe de près et qu'on puisse vraiment voir les nœuds et les ramifications, sont facilement confondus avec des crins de cheval. J'ai déjà traité ce cas et de nombreux autres concernant des animaux et des humains. Et les cheveux humains sont généralement identifiés à nouveau par la coupe ou par un traitement chimique des cheveux. Ce n'est vraiment pas sorcier, c'est ça le truc. C'est assez simple. Un aspect spécifique, disons, de la cuticule ou de la structure médulaire et essayer d'appliquer le terme technique approprié à une manifestation particulière. Vous savez, les poils que je reçois font généralement, 3, 4, parfois jusqu'à 5 pouces. De temps en temps, il y aura quelques poils vraiment exceptionnellement longs, mais le plus souvent, ils proviennent de quelque chose comme la queue d'une vache ou la crinière d'un cheval. C'est tout à fait évident quand on les place simplement sous le microscope. Parfois, il n'est même pas nécessaire de le faire, il suffit de les tenir à la lumière. C'était mon principal reproche. Et vous savez, on déteste parler en mal des morts. Mais Peter Byrne, vous savez, il y a eu tout ce grand brouhaha où le FBI et le FBI a annoncé que, oui, ils avaient examiné un échantillon de poils qui était attribué au Sasquatch, et ils avaient déterminé que c'était du cerf. Exactement. Et c'est la réponse classique que donnent les sceptiques. Le FBI a vérifié et ce n'était que des animaux connus, n'est-ce pas? Eh bien, exactement. Oui, et c'est ma critique, c'est que, tout d'abord, j'étais étonné et plutôt ravi d'apprendre que le FBI l'avait réellement mis sous un microscope, l'avait mis sur le côté et l'avait examiné au microscope. Je pensais qu'ils auraient simplement lu que cela pouvait venir d'un Sasquatch, vous savez, d'un primate non identifié, et qu'ils l'auraient jeté ou simplement rangé dans un vieux dossier poussiéreux. Mais malheureusement, Peter a raté une vraie occasion là, parce que il aurait pu mettre ce poil sous un microscope. Il aurait pu tenir ce poil à la lumière. Et s'il avait été un peu informé, j'aurais pu vous dire que c'était un poil de cerf rien qu'en le tenant à la lumière ou en le regardant à travers une loupe grossissante 10 fois. Vous auriez pu voir que la famille des cerfs se caractérise par cette morphologie très distinctive de la moelle, où ça ressemble à du lait fouetté, vésiculé, avec plein de petites bulles. Ça ressemble à de la mousse sur toute sa longueur. C'est vraiment distinctif. Comme je l'ai dit, on peut presque le distinguer à l'œil nu parce que ça donne un aspect très particulier, cet aspect bosselé et irrégulier à la moelle. Quoi qu'il en soit, quelle occasion manquée. Si nous avions pu envoyer l'un de mes critères d'excellence, tu sais, comment aurait-il réagi? Et cela aurait-il suscité un intérêt supplémentaire? Ou est-ce que ça a fait avancer les choses? Comment ça s'appelait déjà? C'était le bœuf musqué? J'oublie toujours dans la région du Yukon. Les services de la pêche là-bas s'y sont effectivement intéressés et ont publié un article à ce sujet. Le département de la chasse et de la pêche a publié dans l'une de ses revues un article sur la démystification de ce poil de Sasquatch, qui s'est avéré être autre chose. Et encore une fois, tu vois, c'était la réfutation. Eh bien oui, chaque fois qu'un de ces poils présumés est vraiment examiné par une autorité compétente, il est toujours identifié comme quelque chose de courant. C'est ça, et c'est l'argument habituel. Eh bien, comme vous l'avez dit, c'est dommage que certains échantillons de poils que vous avez examinés de près n'aient pas été analysés sous ces microscopes d'autorité. Mais il est très rassurant de savoir que le cliché selon lequel tous les poils seraient simplement mal identifiés et viendraient d'animaux connus n'est clairement pas vrai, rien qu'en se basant sur votre propre expérience. Alors, permettez-moi de vous demander, Dr. Meldrum, à quel point êtes-vous confiant en déclarant que ce petit pourcentage des échantillons que vous recevez, vous avez dit que 4 sur 5 viennent de choses connues ou de plantes, donc 20%, 20% ou quelque chose qui ressemble à une espèce inconnue, non classifiée, ressemblant le plus à une structure de cheveux humains, mais un peu différente de l'humain,
À quel point êtes-vous sûr d'affirmer que 20 des échantillons que vous avez examinés au microscope sont de véritables poils de Sasquatch? Eh bien, en allant plus loin, je veux dire, en partant de là, ceux-ci ne peuvent pas être facilement attribués ou reconnus comme provenant d'une forme courante de faune. C'est un grand pas de cette position à affirmer à 100% qu'il s'agit de véritables poils de Sasquatch. Et c'est là que l'analyse ADN entre en jeu, parce que c'est à ce moment-là que vous pouvez faire ce saut de façon définitive et arriver à une conclusion, d'une manière ou d'une autre. C'est juste que, jusqu'à présent, nous avons eu ce défi remarquable. Ces poils n'ont pas donné d'ADN, et cela a d'abord été attribué à l'absence de moelle cellulaire. Donc, en l'absence de débris cellulaires, des restes de noyaux et de gènes nucléaires, de mitochondries et de leurs gènes, il y a très peu d'ADN à trouver dans la tige d'un poil. C'est juste de la protéine extracellulaire. Maintenant, nous avons eu des personnes c'est là que Brian Sykes est intervenu, car il a affirmé qu'il était possible de nettoyer. D'abord, de nettoyer le cheveu, puis de le soumettre à un traitement pour éliminer tout contaminant potentiel étranger. Et ensuite de le digérer et de libérer tout reste d'ADN qui pourrait subsister dans la tige. L'étude d'Oxford, c'est bien ça? Oui. Oui. Ce qui est malheureux avec Brian Sykes et l'étude d'Oxford, c'est ce qui s'est passé au début. Il y a eu des plaintes selon lesquelles des échantillons qui avaient été soumis n'ont jamais été reconnus, leur réception n'a jamais été confirmée, et ensuite, ils n'ont pas été cités dans l'étude. Et j'en ai envoyé au moins, je me souviens d'au moins 4. Vous savez, je parlais de mes échantillons de référence de l'Alaska au Texas. Eh bien, parmi celles-ci, il y en avait qui étaient très prometteuses. J'ai suivi toute la procédure administrative et de soumission, et je les ai envoyées. Elles n'ont jamais été reconnues non plus. Il n'y a eu aucune inclusion, ni aucune citation dans le test. Donc c'est préoccupant. C'est certainement évocateur, n'est-ce pas? Oui. Ce qui m'inquiétait, c'est que tout échantillon qu'il ferait, parce que j'avais dit à Brian, nous nous sommes rencontrés. Il était en tournée de dédicace pour promouvoir son livre USA ADN qui venait de sortir. Il était à Salt Lake. Et donc, il m'a invité à déjeuner avec lui et sa femme. C'était une excellente occasion de faire connaissance, de discuter et de parler de son projet et de mes recherches. Le déjeuner s'est prolongé jusqu'au dîner. Nous avons discuté tout l'après-midi, c'était génial, une excellente occasion. J'ai aussi proposé mes services. J'ai dit, écoute, tu sais, t'as beaucoup de choses à gérer. Tu peux le voir. Tu sais, c'est évident, d'après notre conversation. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi te servir d'intermédiaire. Tu sais, j'ai déjà beaucoup d'expérience avec ces échantillons. Et tu m'as dit que ta plus grande préoccupation, c'est que tu as un financement limité, ainsi qu'un temps et des ressources limitées pour traiter tous ces échantillons. J'ai dit, si tu lances un appel général, tu sais, c'est comme ouvrir grand les portes de la grange. Tu auras toute la basse-cour dans la grange. J'ai dit, concentrons-nous davantage, concentrons ton attention de façon très précise et laisse-moi filtrer pour que tu puisses te concentrer. Non, il y a toujours un risque d'éliminer quelque chose qui aurait dû être inclus, mais la probabilité que tu traites avec ceux avec qui tu dois vraiment traiter est beaucoup, beaucoup plus élevée en termes de chiffres. Non, 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 non. On ne peut pas imposer un biais, une préconception sur ce qu'est ou n'est pas un poil de Sasquatch. Et j'ai dit, eh bien, si le Sasquatch existe, c'est un primate. Ce n'est pas un ours mutant ou quelque chose comme ça. Donc j'ai dit, c'est un primate. Donc je pense qu'on peut, sans risque, lui attribuer des caractéristiques de primate. Donc je ne vais rien éliminer qui ressemble de près à un primate, mais je ne vais pas t'envoyer un cerf. Ou un ours, tu sais, ou un raton laveur, ou quoi que ce soit, un écureuil. De toute façon, il n'en voulait pas. Donc, la porte de la grange était grande ouverte. Je n'ai donc pas du tout été surpris quand l'article a été publié. Et la litanie des résultats englobait toute la basse-cour. Il avait toutes sortes d'espèces représentées dans son échantillon, mais aucun Sasquatch.
Eh bien, C'est très intéressant, et certainement sans vouloir jeter de l'ombre sur le docteur Sykes, mais cela amène quand même à se poser des questions. je pense que c'était intellectuellement malhonnête. Si vous, si vous publiez un article et que vous affirmez cela, vous aviez, disons, 100 échantillons. Et parmi ces 100 échantillons, vous avez récupéré de l'ADN à partir de 89 d'entre eux ont été identifiés comme des formes de faune courante. Mais n'est-ce pas curieux? Il y avait 11 échantillons dont nous n'avons pas réussi à extraire l'ADN. Sous le microscope, ces 11 échantillons présentaient tous une grande cohérence morphologique. Et ils ne semblent correspondre à aucune forme courante de faune. Cela aurait été une conclusion très différente venant de Brian Sykes, vous savez, de l'étude d'Oxford. Il a déclaré qu'ils avaient obtenu de l'ADN de tout. Il a simplement exclu tout échantillon qui ne donnait pas d'ADN. Pourtant, je lui avais dit que c'était notre plus grand défi. Il me rassurait en disant que cela ne poserait pas problème. Notre plus grand défi était que beaucoup de ces échantillons avec une moelle acellulaire ne produisaient aucun ADN, à moins qu'il n'y ait un contaminant à la surface externe dû à la manipulation humaine. Et il était censé l'éliminer en lavant ces échantillons, à la fois chimiquement et mécaniquement, de manière très minutieuse pour qu'il ne reste que l'ADN provenant de l'intérieur. Donc oui, un peu de honte. C'est une conclusion très différente. Et c'est une conclusion malhonnête. Ça vous permet d'écrire un livre très rapidement. Ça vous évite beaucoup de travail. Je fais ici preuve d'une réelle honnêteté intellectuelle. Eh bien, pas du tout. Non, c'est vraiment bouleversant parce que toute personne qui s'est penchée sur les preuves concernant le Sasquatch a, bien sûr, entendu parler de l'étude de Sykes. Oui, c'est bien sûr une épine persistante dans le pied de tout chercheur sérieux sur le Bigfoot. Mais savoir que le docteur Sykes s'est assis avec vous et a eu la réelle opportunité d'inclure dans son étude quelques échantillons. Des échantillons dont vous aviez la certitude raisonnable qu'ils appartenaient à cette variété d'hominoïdes reliques, n'est-ce pas? Et il a refusé. Cela jette vraiment une ombre sur toute la conclusion de l'étude de Sykes, n'est-ce pas? Eh bien, je le pense aussi. Je ne crois pas que ce soit un résultat valable qui fasse avancer l'enquête, qui fasse progresser la recherche, en fait. Ça devient une distraction, tout comme l'affaire du FBI qui n'est rien d'autre qu'une distraction. Ça n'aide pas. Ça ne fait que, comme tu l'as dit, donner du grain à moudre aux sceptiques et ça nous revient en pleine figure. Et pourtant, ils n'arrivent toujours pas à expliquer ces échantillons sur le plan morphologique. L'université de l'Ohio, non, Ohio State, depuis des années, ils faisaient des analyses ADN et ils avaient rapporté des échantillons de poils de Yaren, des poils de créatures sauvages chinoises et allaient faire des tests ADN. Et puis, ils ont pris peur parce qu'ils craignaient que leurs résultats puissent être non concluants. Et si c'était le cas, ils pourraient facilement être mal interprétés. Vous savez, c'est comme dire, eh bien, une conclusion indéterminée confirme qu'il y a quelque chose d'inconnu là-dehors. Et cette chose, nous la reconnaissons tous comme étant Sasquatch. Et l'Ohio ne voulait pas que cela arrive. Donc, à la dernière minute, ils se sont retirés de la rédaction du manuscrit avec Hinter Barambach. Alors j'ai dit non, Hinter, termine-le. Fais-le simplement sur la morphologie. Je veux dire, je te soutiendrai si tu veux. Je m'y joindrai aussi. Et non, il voulait ça, tu sais, il voulait ce recours à l'ADN comme béquille pour confirmer ses observations morphologiques. Oui, ce qui, comme tu l'as dit, m'est beaucoup plus difficile à obtenir. Eh bien, c'est intéressant et très révélateur, très parlant de voir que tant de tentatives différentes, enfin pas tant que ça, mais plusieurs tentatives ont été faites pour obtenir une analyse vraiment fiable des échantillons de cheveux et de l'ADN ensemble. Et il semble que par une combinaison de frilosité, de réticence à inclure ce qui pourrait le plus bouleverser le paradigme de notre compréhension, ces échantillons ont été exclus. D'accord. Oui. Voilà. Pour résumer, nous avons un scientifique sérieux, légitime et hautement qualifié,
qui a passé des décennies à étudier chaque détail imaginable de la morphologie des empreintes de ces êtres. Et il affirme qu'elles n'ont absolument pas pu être falsifiées. Elles ont été faites par de véritables créatures vivantes non répertoriées. Et puis il y a les échantillons de poils qui ont été délibérément exclus des études censées déterminer s'ils provenaient ou non du Sasquatch. Il y a eu des individus et des organisations qui ont pris peur avant de réaliser ces études et ont refusé d'analyser des poils de Sasquatch très probablement authentiques. Le docteur Meldrum a observé ces omissions directement. Alors honnêtement, qui sont les sceptiques ignorants qui n'ont pas les décennies d'expérience de terrain du docteur Meldrum pour être en désaccord avec lui? Ils ne sont pas qualifiés pour le faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Trouvez-vous les conclusions du docteur Meldrum convaincantes ou êtes-vous toujours sceptique et pas convaincu? Dans tous les cas, j'aimerais beaucoup lire vos avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez déjà voulu participer à cette recherche de la vérité sur le Bigfoot, pas seulement en regardant de loin, mais en étant réellement à mes côtés pendant que j'approfondis l'enquête, alors je viens de lancer quelque chose spécialement pour vous. Mon nouveau Patreon est en ligne, conçu comme une équipe de recherche. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et avoir quand même accès à des photos des coulisses et à des sondages occasionnels. Ces avantages sont ouverts à tout le monde. Pour aller plus loin, inscrivez-vous comme soutien à la recherche. Pour 5 $ par mois, vous aurez un accès anticipé à toutes mes vidéos sans publicité, des photos exclusives des coulisses et des sondages exclusifs. Avec la formule « Participant à la recherche », 10 € par mois vous donneront tout cela. En plus des vidéos des coulisses, 10% de réduction sur tous les produits exclusifs Cabin in the Woods, des interviews complètes et prolongées et le pouvoir de voter pour les prochains projets vidéo. Pour célébrer le lancement, les 100 premiers membres à s'inscrire bénéficieront de 20% de réduction sur leur premier achat de produits exclusifs Cabin in the Woods. Cela s'ajoute au prix déjà réduit actuellement en boutique. Ces réductions valent plus que même le niveau le plus élevé d'abonnement payant. C'est la meilleure façon de soutenir ce travail, de se rapprocher d'une véritable enquête sur le Bigfoot et de m'aider à poursuivre mes recherches. Tous les liens sont en description. À bientôt de l'autre côté. J'aimerais aussi prendre un instant pour remercier les derniers membres de la chaîne Cabane dans les bois. Veuillez m'excuser si je prononce mal certains de vos noms, mais merci à Kendricks, Adcock, Bradley Kaler, Cody Real, Olivier Healy, Sherilyn Demio, Debbie, Diana Ward, Joe Lamb, KW, The Paper Basket, Hantu Adventures et CJ Feltseas. Un grand merci également à mes membres Patreon de niveau supérieur de la chaîne Cabane dans les bois, Bigfoot Society, Frédéric Linder et Ribbon of Brine. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, partagez-la et abonnez-vous à Cabane dans les bois. Merci, cela m'aide beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous retrouve tous dans la prochaine vidéo.